Bonjour et bienvenue à ce séminaire sur les protocoles communautaires. Je vois qu'on n'est pas beaucoup pour l'instant. J'espère que dans les prochaines minutes, il va y avoir plus de personnes qui vont nous joindre dans ce séminaire. Sinon, ça va être un séminaire intime entre nous et on peut parler plus et peut-être échanger plus à la fin du séminaire. Ça, c'est le... Ok, on va commencer pour s'introduire. On se connaît entre nous, je crois. Mais moi, je suis Béatrice Gomez. Je travaille pour le protocole de Nagoya, surtout sur les rapports nationaux et la révision de l'efficacité du protocole. Vous savez déjà que je ne suis pas francophone de ma langue maternelle, donc on va faire un effort aujourd'hui. Soyez patiente avec moi si quelquefois les mots ne me reviennent pas à la tête et j'ai un accent un peu fort. On fait l'effort ici. Donc, il va passer peut-être la parole à Mathieu Diaz pour s'introduire et on va faire un petit tour et après on va commencer. Bonjour tout le monde, oui, merci. Béatrice, je suis Matthew Diaz. Je travaille aussi dans le secrétariat, dans l'unité pour le protocole de Nagoya. Et je crois que je connais un peu tout le monde ici. Mais bienvenue et je passe la parole à Farah. Salut tout le monde, je m'appelle Farah et je travaille dans cette équipe aussi comme un assistant de programmation. Bienvenue. Donc, comme je disais, c'est le dernier séminaire en ligne qu'on a cette semaine. Et cette fois, c'est sur les protocoles communautaires. Mais on a déjà eu deux différents séminaires. Le premier, c'était pour les systèmes d'échange d'informations et des systèmes d'information des APB, le mardi. Et le mercredi, on a eu aussi sur les procédures APA. Les enregistrements de ces séminaires seront disponibles aujourd'hui, je crois, pendant les prochains jours, sur le site web des programmes de renforcement de capacité. Et déjà, vous avez les présentations sur PowerPoint dans le site web pour regarder au cas où que vous l'avez manqué. Donc, pour aujourd'hui, on va voir un séminaire de 1 heure. D'abord, on va présenter le programme de renforcement de capacité et ce qu'on propose pour l'appel à proposition et les critères et procédures pour soumettre une candidature pour participer dans le programme de petites subventions. Et après, on va parler sur les protocoles communautaires et aussi l'application des articles relatifs aux peuples autochtones et communautés locales, et surtout sous la perspective des obligations des pays du protocole de Nagoya. Et on parlerait de ses importances, de pourquoi ça c'est important, et aussi on parlerait des leçons apprises, surtout pour essayer de réfléchir sur des idées de projets qu'on peut présenter pour ce programme de petites subventions. On va partager aussi des orientations et des ressources disponibles et on va finaliser avec une période de questions et réponses. Et si vous voulez, vous pouvez déjà mettre, quand vous avez les questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et mes collègues vont essayer de répondre sur le chemin, mais quelquefois aussi on peut répondre aux questions à la fin pour discuter entre tout le monde. Donc, on va commencer pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on essaie de faire et pourquoi on fait cette orientation, on travaille sur ça, sur ce biennium. Donc, avant de la COP15 et de l'approbation des cadres de biodiversité mondiale, et depuis l'adoption du protocole de Nagoya dans le 2010, on s'est concentré à niveau de secrétariat plutôt d'abord à promouvoir la ratification des protocoles
et après sur la mise en application du protocole et de mettre en place les cadres juridiques, APA et aussi les institutions. Donc, on travaillait sur ces domaines pour être prêt pour vraiment avoir des partages de bénéfices et de faire du APA. Donc, parce que ce sont les conditions préalables. Il faut avoir un cadre en place, sinon on ne peut pas faire, on peut pas avoir des accords d'APA. Mais avec les cadres de la biodiversité mondiale et aussi parce qu'il y a déjà 15 ans qu'on a adopté le protocole de Nagoya, on a fait un changement de perspective et on essaie de parler plus de qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment avoir une augmentation des avantages. Ça, c'est lié au objectif C de le cadre de la biodiversité mondiale. On veut vraiment qu'il y a plus de avantages, que APA rapporte des avantages au pays et aux peuples autochtones et communautés locales. Donc, maintenant, on commence à parler plutôt, une fois que tout ces prérequis, de comment est-ce qu'on peut les faire opérationnaliser, comment est-ce qu'on les peut traduire à la pratique de façon, comment on peut s'engager sur comment on fait la pratique, comment on peut le faire mieux. Donc, on peut avoir les résultats qu'on veut, que c'est vraiment d'avoir des avantages. Donc, dans cet état d'esprit, dans ces perspectives, pour ces périodes biennales, on travaille dans un programme de renforcement des capacités pour rendre opérationnel des cadres juridiques. Et ça, c'est fondé sur les résultats de l'atelier qu'on a eu de renforcement des capacités à Bonn en octobre 2024. Plusieurs de vous étiez partie de ces ateliers. Et vraiment, les rapports de l'atelier est vraiment utile. Ils sont beaucoup de clés, de checklists, de choses à faire qui sont possibles et les sont partagées sur comment faire APA en la pratique. Donc, fondé sur ces résultats, on a inséré dans le plan d'action de renforcement des capacités du protocole de Nagoya, que s'était adopté maintenant à l'ECOP 5, on a créé ce programme. Aussi dire que ce plan d'action de renforcement des capacités, ça peut être aussi vraiment utile dans votre travail avec les stratégies de biodiversité nationale, parce qu'il y a un menu des activités et des aires de renforcement des capacités que vous pouvez utiliser comme, selon votre priorité, comme décider des choses possibles à faire selon votre besoin et priorité nationale. Donc, ce programme de renforcement, c'était grâce à la financiation du gouvernement de Danemark et le Fonds de biodiversité du Japon. Sont les deux pays qui ont contribué à cette initiative. On espère être capable d'avoir des autres contributions, mais pour l'instant, on a ça. Si on est capable d'avoir plus de fonds, on serait capable de peut-être subventionner des autres projets un peu plus tard. Donc, parce que ça, c'est maintenant ce qu'on veut travailler. Donc, c'est un peu en répétition de ce que j'ai dit, mais pour renforcer que ce qu'on veut achever avec ce programme, c'est l'objectif C et le cible 13 de le cadre mondial. Maintenant, toutes les choses qu'on fait à niveau national, la secrétariat et ce qu'il faut s'aligner, c'est qu'on travaille pour être capable de démontrer que vraiment il y a des bénéfices dans l'APA. Donc, pour faire ça, on veut aider à les parties qui sont déjà opérationnalisées un peu les mesures, qui sont ce travail requis en place aussi de faire les prochaines étapes que c'est pour être capable d'amener à ces bénéfices. Et aussi après, partager les expériences. Parce qu'une fois qu'on commence à faire, on peut échanger mieux entre nous sur qu'est-ce que ça marche et qu'est-ce que ça ne marche pas si bien. Donc, on veut faciliter la mise en pratique de l'APA.
Pour ça, l'idée, c'est de faire des petites subventions aux partis, au pays, aux peuples autochtones et communautés locales, et aussi aux organisations qui soient éligibles, qui soient relevantes pour les projets. Dans ce cas, ce qu'on parle maintenant, c'est, comme je dis, il y a 3 composants. Et vous pouvez regarder l'information sur les 3 composants si vous êtes intéressé dans une des autres choses qui sont ciblées dans ce programme. Mais ici, on va parler seulement des protocoles communautaires et les connaissances traditionnelles associées. Donc, la question la plus relevante souvent qu'on reçoit, qui peut poser la candidature? Pour ce domaine en particulier, ces composantes, les organisations de peuples autochtones et communautés locales, ils peuvent poser la candidature pour les petites subventions. Aussi, partie des protocoles de Nagoya qui sont bénéficiaires de l'aide publique au développement. Et mes collègues vont partager la liste, donc vous pouvez voir, probablement vous êtes tous dans la liste, mais à voir si vous êtes éligible pour se bénéficier. Ça, c'est la raison, c'est les requis des pays qui nous donnent de l'argent, qu'il faut que soit possible de que les bénéficiaires soient de l'aide publique au développement. Aussi, ça peut être d'organisation. Cette organisation, en ce cas, il faut que les projets profitent aux parties des protocoles de Nagoya qui sont bénéficiaires de l'aide publique au développement, ou que ça bénéficie à les peuples autochtones et communautés locales. Tous les projets doivent être achevés avant la fin de 2026. Si ça, c'est quelque chose à tenir compte. L'idée, ce n'est pas de faire de gros projets, ce sont des choses qui soient raisonnables, que vous croyez que vous pouvez achever dans les délais, mais qu'ils ont beaucoup d'impact. Donc, on cherche des choses petites, mais avec de gros impacts. Les critères de sélection. Ces critères qui sont là sont tous pas obligatoires. Ce sont des choses qu'on tient compte quand on va considérer les différents projets. Donc, il ne faut pas forcer non plus. Si les projets ont ambition et sont stratégiques, il ne faut pas que tous les critères de sélection soient remplis. Une chose que c'est vraiment important dans le cas de ces composantes, comme vous pouvez comprendre, c'est qu'il faut avoir, si c'est un travail avec les peuples autochtones et communautés locales, il faut avoir un engagement total ou être conduite par les peuples autochtones ou les communautés locales, ou les organisations qui sont concernées. Donc, ça, c'est clé pour ces composantes en particulier. Une autre chose qu'on tient compte, que c'est positif, c'est un de plus qu'on va voir pour la considération des projets, c'est d'impliquer plus d'une partie d'un pays ou plus de communautés, de peuples autochtones ou communautés locales ou des organisations. Ou favoriser la synergie ou le travail en commun entre différentes institutions gouvernementales, les pays, les peuples autochtones, les parties prenantes concernées, femmes, jeunes. Donc, l'idée soit que c'est un procès participatif. Et s'il y a plus de personnes ou de pays ou de communautés engagées, ça peut avoir un impact plus élevé ou peut arriver plus loin, l'impact du projet. Donc, ça, c'est le raisonnement. Et il faut que les projets produisent des résultats concrets et durables. Il faut penser à des choses que vraiment, ça va avoir un impact à la fin et que ce n'est pas seulement une chose que ça finisse et ça, c'est tout. Donc, qu'il peut avoir un effet durable et que surtout que ça peut mettre plus proche les rapports, les partages de bénéfices. Et si, par exemple, vous pouvez utiliser ces projets comme une partie d'un projet plus grand
où il y a notre financement. Donc, ça peut être positif. Si ça c'est une partie, si ce projet, ces petites subventions fait partie d'un projet plus grand, ça c'est un avantage. Aussi, ça vous pouvez utiliser ce projet-là comme une façon de prendre des cofinancement pour autres projets. Le dernier critère aussi, c'est que l'objectif ou l'activité soit inclus dans la planification. À niveau pays, si le projet s'est soumis pour un pays, soit soumis dans la planification nationale, par exemple, la stratégie de biodiversité ou le travail sur l'article 8G. Ça, c'est l'idée, c'est qu'on travaille, il faut que tout le travail soit un peu cohérent entre si, à niveau pays, mais aussi à niveau de le cadre mondial. On travaille tout dans l'idée qu'il faut achever le cadre mondial. Donc, si c'est intégré l'activité ou le projet ou l'objectif, c'est intégré dans les stratégies de biodiversité que vous avez mis en place pour l'articulation du plan mondial, ça va contribuer. À niveau communautaire, aussi, si ça est encadré à niveau des plans communautaires ou autre type d'instruments, ou sinon simplement l'idée de que c'est partie des choses que la communauté veut faire. Ce n'est pas vraiment une idée seulement parce qu'il y a l'opportunité, on va demander de l'argent, que ça doit être intégré dans la planification. Les montants de financement qu'on pensait, c'est jusqu'à 20 000 dollars américains pour les projets que c'est concernant un seul pays. Donc, quand la dimension, c'est vraiment plutôt national ou local à niveau de communauté. Jusqu'à 35 000 dollars pour les projets qui sont avec plusieurs pays. Par exemple, vous pouvez vous mettre ensemble pour faire un travail de coordination ou de faire un travail que ça peut bénéficier plusieurs pays pour les raisons qu'il va avoir un plus grand impact. Et aussi jusqu'à 50 000 dollars pour projets régionaux ou mondiaux. Si vous avez cette initiative, vous pouvez le mettre en place. Ça, c'est les quantités qu'on pensait. La simplification du projet. Comment ça va marcher? L'idée, c'est que dans la soumission, vous développez un note conceptuelle initiale. C'est un peu plus simple, quelque chose de simple avec des objectifs. Et après, ces candidats, ces projets, notes conceptuelles qui sont sélectionnés seront transformés en documents de projet en collaboration avec nous. On va travailler ensemble pour développer un projet qui va inclure des estimations de temps, aussi il va y avoir des obligations de soumettre des rapports finaux financiers, des rapports peut-être intérimaires. Donc, il va y avoir différentes choses incluses là et on peut les travailler ensemble pour aussi être sûr qu'on est aligné et on travaille dans la même direction. Les candidats, ceux qui sont sélectionnés, ils doivent être conscients qu'il faut consacrer un temps et des efforts nécessaires pour être capable d'achever les résultats dans le délai et que aussi qu'on a quelque chose de grande qualité. Ça, c'est aussi, il faut tenir compte que l'idée, c'est que le travail à niveau individuel ou des pays, pas seulement bénéficie votre pays, ce n'est pas seulement les bénéfices individuels, mais aussi qu'on est capable de partager avec des autres. Donc, on apprend de les expériences des autres. Dans ce cadre, il faut aussi tenir compte qu'il va y avoir un projet final avec des leçons apprises qu'on est capable de partager et que toute l'information pertinente doit être mise sur les centres de chasse APA. On va voir des activités pour partager les expériences. Parce que ce n'est pas seulement un travail individuel, on veut que ça a aussi un bénéfice global.
Donc, on va mettre en commun, on va avoir des séminaires en ligne entre les pays ou communautés qui sont en train de travailler dans le même aspect. Donc, on peut se bénéficier de ce que les autres apprennent et partager des expériences parce qu'on vous écoute parler de que vous avez besoin de partager plus des expériences. Et aussi, on va faire ce partage d'expériences en personne. Dans des ateliers qu'on va organiser où autres pays et autres communautés peuvent aussi se joindre, apprendre de votre expérience nationale. Donc, ce n'est pas seulement les petites subventions et le travail au niveau pays, mais aussi au niveau global. Vous serez en train de partager toutes les choses que vous êtes en train d'apprendre, les choses que ça marche, les choses que ça ne marche pas, pour nous bénéficier à tous et apprendre ensemble. Donc, pour déposer la candidature, il faut envoyer un courrier électronique avec les formulaires de proposition de projet du monde rempli. Ils vont partager les liens là aussi, c'est tout dans le site web dédié du projet. Il faut inclure l'approbation de le point focal national APA dans le cas que les pays sont partenaires ou contrepartie des projets. Si c'est un projet qui s'est soumis par les pays, il faut inclure ça, mais aussi si c'est en contrepartie. Si, par exemple, il y a un projet qui a 4 partenaires qui vont travailler, il va y avoir un leader dans une organisation qui va être notre contrepartie pour travailler. Mais toutes les autres parties engagées, il faut aussi qu'il y ait une preuve de qu'ils sont, bien sûr, de qu'ils sont engagés dans les projets. La date limite, c'est le 30 de mai. Vous avez des temps. J'espère que vous avez commencé à réfléchir des idées et j'espère que ce séminaire vous va aider aussi à trouver la perspective ou qu'est-ce que vous voulez achever ou des choses à réfléchir pour ce travail-là. Donc, maintenant, on va à la deuxième partie. On va parler des protocoles communautaires et de les connaissances traditionnelles associées. J'espère que aussi avec cette explication, vous allez comprendre mieux qu'est-ce qu'on cherche dans ce projet-là, dans ces petites subventions. Donc, pour qu'on a des bénéfices, des partages de bénéfices qui reviennent à la communauté, on a besoin de qu'il y ait une conversation entre 3 parties. D'un côté, on a les peuples autochtones et les communautés locales. De notre côté, on a les pays qu'il faut qu'ils mettent les règles en place, ils ont des obligations selon le protocole de Nagoya envers les communautés locales et aussi référant à les connaissances traditionnelles associées ou les ressources génétiques, ça dépend des règles à niveau pays. Et aussi, on a besoin de sous-stagiaires. Si on n'a pas de sous-stagiaires, on n'a pas de bénéfices. Donc, ces conversations doivent être très bien articulées pour être capable d'avoir des bénéfices. Sinon, si on travaille de façon individuelle, on ne va pas rien achever parce qu'on ne va pas avoir de pic, de consentement fondamental, on ne va pas avoir de contrats, on ne va pas avoir de bénéfices. Même si les pays travaillent tout seuls, ça ne va pas arriver. Les communautés toutes seules, non. Les 3 ensemble aussi avec les sous-stagiaires, il faut les tenir en compte. Donc, ça, c'est les choses qu'on va essayer de parler maintenant. Ça, c'est qu'on était dans l'atelier, vous connaissez toutes ces idées déjà, mais vous êtes des élèves avancés. Donc, pourquoi les protocoles communautaires sont importants pour l'APA? Parce que les protocoles communautaires servent comme un instrument pour faciliter la conversation entre les 3 parties. Parce que les 3 parties, quelquefois, ne parlent pas le même langage d'une façon, pas la langue, mais pas les idées, les perspectives, la façon de travailler. Donc, ça sert comme un instrument de communication entre les 3. D'un côté, on a les peuples autochtones, communautés locales,
où il y a une variété énorme de façons de faire les choses différentes, de cultures, de traditions, de process coutumiers, de langage. Et vraiment, même dans un même pays, il y a des pays avec une richesse énorme de cette façon de faire les choses. Donc, le protocole communautaire sert à mettre tous ces procès internes et ces droits coutumiers d'une façon que ça peut aider à les pays à comprendre qu'est-ce que sont les besoins et qu'est-ce que sont les positions des peuples autochtones en référant à l'APA. De l'autre côté, les pays ont des obligations. Et selon le protocole de Nagoya, l'article 12, les pays doivent mettre en œuvre le protocole de Nagoya en tenant compte des protocoles communautaires. Donc, même le protocole de Nagoya reconnaît que le protocole communautaire, c'est essentiel pour cette articulation de la conversation. Aussi, les pays ont l'obligation de soutenir leur développement. Donc, le protocole de Nagoya a mis une importance dans les protocoles communautaires. Et de l'autre côté, on a les utilisateurs qui doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à ces connaissances traditionnelles aux ressources génétiques. Donc, le protocole aussi, ça peut aider à comprendre avec qui il faut parler, comment est-ce qu'il faut agir, parce que sinon, naviguer tout ça, sans cette information, c'est vraiment difficile pour des personnes qui ne connaissent pas, qui sont un peu dehors de ça, de ce système traditionnel. Donc, si on va faire comme un petit parcours sur les procès APA, parce que les choses qu'on veut vraiment, c'est déclencher les bénéfices qui viennent après. Donc, pour commencer les procès, on a besoin de l'utilisateur, bien sûr, qui veut utiliser les connaissances traditionnelles ou les ressources génétiques. Le premier pas, c'est qu'il connaît les obligations APA. S'il ne connaît pas les obligations APA, ça va être très difficile qu'il y ait des partages de bénéfices. Et c'est plus difficile aussi faire plutôt sur travailler sur les renforcements des lois quand il ne sait pas. Donc, il faut d'abord qu'ils soient conscients. Mais une fois qu'ils sont conscients, on va supposer qu'ils connaissent, qu'ils sont des règles, il va demander, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour ça, il faut qu'ils rassemblent des informations. Il y a plusieurs façons de montrer cette information. Mais surtout, quand il y a une dimension des usagers qui ne sont pas locaux, la façon plus facile, ça c'est pourquoi on travaille sur ça, c'est de le faire sur les centres d'échange d'informations. Si l'information elle est perdue sur des organisations nationales que peut-être l'usager ne connaît pas, ou des organisations locales, ça c'est vraiment, ça difficile la première étape, que c'est qu'il veut, s'il veut vraiment faire le partage davantage, il veut avoir d'informations, les choses, notre obligation, si on veut que ça arrive à le partage de bénéfices, c'est de le mettre facile pour l'usager, que soit évident qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, les centres d'échange d'information, c'est l'endroit clé. Là, il faut avoir différents types d'informations. Et pour les travaux dans les connaissances traditionnelles, les protocoles communautaires sont très importants. Et aussi, les règles et procédures à niveau national de quelles sont les règles d'accès pour les connaissances traditionnelles et comment ça s'intègre. Donc, si l'information n'est pas là, c'est plus compliqué d'essayer que peut-être l'usager déjà, il est découragé et il fait autre chose. Donc, il faut nous aider à nous. Donc, les prochaines étapes, une fois qu'ils ont l'information, ils commencent une demande, un procès d'application, un procès de consentement préalable, de conditions accordées, et tout ça, il y a
questionnements, choses qu'on peut travailler plus sur quel est le rôle en particulier dans cette étape des peuples autochtones et communautés locales et quel est le rôle de l'autorité nationale compétente. Car on voit que c'est différent de différents pays. Ils ont cette conversation entre pays et communautés. Et une fois que la demande d'accès s'est faite, c'est différent. Ils font la demande d'accès aux communautés locales directement, et après, qu'est-ce qu'il fait le pays? Le fait le pays, et après, comment ça marche avec les communautés locales? Donc, ça, il y a aussi, ça dépend des pays, ça dépend des traditions, mais il faut penser. Et c'est une conversation qu'il faut avoir ensemble. Donc, maintenant, on va aller sur les 3 parties de cette conversation qu'il faut qu'on aille pour avoir des bénéfices. La première, c'est les peuples autochtones et communautés locales. La première étape, si une communauté veut être bénéficiaire de le partage de bénéfices et veut participer dans le procès APA, c'est de commencer un processus d'élaboration de protocoles communautaires. Quelquefois, c'est la première façon, le premier préalable de se mettre ensemble et décider comment est-ce qu'on le fait comme communauté, comment est-ce qu'on veut, quelle est notre vision, qu'est-ce que notre requisite, comment est-ce qu'on veut agir. Donc, c'est un instrument pour se mettre d'accord entre la communauté. Donc, pour parler sur ça, on a regardé un peu la littérature et on a trouvé que ces leçons tirées sur les protocoles communautaires, c'est un document que c'était en soumission entre les faits Natural Justice et la ABS Capacity Development Initiative. Ça, c'est en anglais, je ne sais pas comment se dit en français. Et la NGO Césarène, que c'est de Bénin. Et ils font la soumission pour la première révision du protocole de Nagoya et c'était très utile. Donc, j'ai tiré quelques de ces leçons ici pour les partager entre nous, mais vous pouvez les lire et c'est très intéressant. Donc, ce qu'ils recommandent, fondé sur ces expériences, c'est que idéalement, les protocoles communautaires, il faut être élaborés comme une réponse à une opportunité spécifique ou à un défi identifié. C'est plus facile que si une communauté voit qu'il y a des accès, par exemple, ou il y a un usager qui demande, dit, oh, peut-être on est en train de perdre des avantages. Donc, ça génère un désir de partie de la communauté. Quelquefois, quand c'est seulement quelque chose dans l'abstrait, c'est difficile peut-être à comprendre pourquoi on est en train de faire ça. Donc, ça aide. Aussi, il tire notre leçon tirée de ce document, c'est que c'est important d'élargir la discussion un peu plus grande que sur la valorisation et la protection des ressources ou des connaissances de la communauté. L'APA est vraiment comme quelque chose vraiment technique et petit. Et si tu encadres cette conversation dans un cadre plus grand, c'est plus facile de le gérer comme un processus et tirer plus de résultats pour la communauté. Sur les processus doit être conçu et développé par la communauté. C'est la façon de que ça arrive à ce que la communauté veut. Ça, c'est pourquoi il faut comme que le moteur soit de la communauté, pas seulement imposé de dehors. Si c'est imposé de dehors, ça a des autres résultats. C'est important la contribution, qu'il y a une contribution de la plus large possible des membres de la communauté. Si il y a une large participation, les résultats vont être acceptés d'une façon plus large. Et il faut bien sûr inclure les institutions coutumières ou des autres institutions de façon de décider de la communauté, selon les lois coutumières de la communauté. C'est important d'avoir une discussion approfondie sur les structures qui va décider sur le consentement entre la communauté. Quel est le procès? Donc, on utilise les institutions qui sont maintenant, on va le voir en différentes façons. Donc, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir.
Quelquefois, la définition de qui est de la communauté ou qui n'est pas de la communauté, ce n'est pas clair pour commencer. Donc, il faut aussi discuter qui sont les membres de la communauté selon les cas. Les calendriers et quels sont les temps estimés pour finaliser, ça va dépendre beaucoup des contextes locaux. Donc, il faut connaître les contextes et dans le cas de la discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, dans le contexte des petites subventions, comme je disais, il faut qu'on finisse les projets à la fin de 2026. Donc, si vous croyez que le procès entier de développement d'un protocole communautaire, c'est un procès trop long, peut-être qu'il faut penser à faire des travaux dans différentes étapes. Par exemple, vous pouvez travailler sur la collecte de données, de différentes choses qui sont nécessaires dans le processus ou après, une fois le protocole communautaire s'est développé, qu'est-ce qui passe après. Les choses qu'on ne veut pas, c'est que soit la secrétariat la raison de que le processus doit être plus vite. Donc, il faut s'adapter au contexte local. Et aussi, une des réflexions, c'est que les processus, c'est aussi important que les produits. On a besoin de les produits pour traduire dehors, mais il y a un bénéfice déjà pour la communauté seulement d'avoir les discussions et les façons de faire les processus. Ça peut déjà apporter beaucoup d'avantages, même si ce ne sont pas les avantages de la façon des autres avantages. Concernant les soutiens extérieurs, organisation extérieure, ça peut être vraiment utile, ça peut faciliter des processus communautaires, peut apporter contribution technique, aider à la rédaction, à dimension juridique. Il y a des choses en APA qui sont très techniques et quelquefois, ça peut nécessiter des formations, des partages des informations, de façon peut-être qu'il y a besoin de soutien extérieur. Mais quand même, il faut toujours tenir compte que ça doit être un procès local et de la communauté et que l'autonomisation juridique de la communauté doit être le principal résultat. Ce n'est pas quelque chose seulement de l'exporter pour donner de l'argent à un consultant. Et après, le rôle du gouvernement. Et comme on parlait, on ne peut pas travailler en isolation. On ne peut pas travailler la communauté et pas parler avec le gouvernement et le gouvernement passer parler avec la communauté. Donc, il faut informer et impliquer les principales institutions gouvernementales pour garantir qu'après, ce protocole va arriver quelque part, qu'il va avoir une reconnaissance officielle, bon, parce qu'on a besoin de qu'on travaille ensemble pour avoir le partage de bénéfices. Donc, ça peut aider aussi à intégrer tous les travaux et perspectives de la communauté dans la législation de l'APA sur les connaissances traditionnelles. Ça aide, s'il y a ces conversations, c'est plus facile l'intégration. Et aussi, le gouvernement peut jouer un rôle pour le respect des procédures de consentement préalable et aussi un processus pour les conditions communément accordées, les contrats. Maintenant, on va aller dans l'autre partie de la conversation, qui sont les pays et le gouvernement. Comme je disais, il y a des obligations dans le protocole de Nagoya pour les pays qui sont concernés pour les communautés. Les partis doivent tenir en compte les droits coutumiers des populations autochtones et communautés locales, ainsi que les procédures et les protocoles. Aussi, les partis ont l'obligation d'établir des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de leurs obligations. Donc, il y a une obligation de partie des pays de faire ces informations connues à l'utilisateur avec la participation active de la communauté. Et aussi, les partis ont l'obligation d'appuyer les protocoles communautaires, aussi les conditions minimales pour la négociation des conditions convenues d'un commun accord, les clauses contractuelles type. Mais
toutes ces deux, les soutiens de les contrats, ça peut être aussi à partir des protocoles communautaires. Il ne faut pas que ce soit différentes choses, ça peut être le même travail ou un travail différent, mais ça peut être parti. Il y a des autres articles qui sont très relevants et qu'il y a des obligations des parties envers les connaissances traditionnelles et l'accès aux ressources génétiques quand ça appartient au peuple autochtone. Et sont l'article 6, l'article 7 et l'article 11 sur la coopération transfrontalière, conformité, que c'est l'article 16. Et aussi, il y a des obligations sur sensibilisation et renforcement des capacités. Il y a vraiment que les pays, il faut qu'ils travaillent sur différents aspects avec la communauté locale. En particulier aussi, je voulais ici faire parler un peu plus de la coopération transfrontalière en relation à ce projet de petites subventions. Parce que comme on connaît tous les ressources génétiques, la connaissance traditionnelle et la distribution des peuples autochtones et communautés locales, quelquefois ne respectent pas la frontière des pays. Donc, cet article parle de la coopération des pays pour ces cas-là. On n'a pas beaucoup d'expérience sur comment faire ça. Donc, je vous invite à parler avec des autres pays de la région, avec des autres communautés, et penser, par exemple, à soumettre un projet qui a en compte cette dimension de comment est-ce qu'on va travailler ensemble sur la connaissance traditionnelle partagée entre les mêmes communautés et différents pays et des choses pareilles. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, donc ça serait très intéressant de partager ça après à niveau global pour apprendre quel type de travail vous avez fait. Maintenant, je voulais partager aussi quelques expériences des pays pour faire comme la mise en application de ces articles que je viens de mentionner. Et ça vient surtout des rapports nationaux intérimaires, que c'est maintenant un peu de 2018, donc ça date de quelques ans. J'espère qu'il y a beaucoup de nouvelles expériences qui vont être soumises dans les nouveaux rapports nationaux qu'il faut finir avant de février 2026. Mais pour l'instant, quand même, cette expérience est importante et vous pouvez trouver l'information aussi dans les analysateurs des rapports nationaux si vous voulez consulter. Pour l'instant, j'ai seulement pris quelques exemples pour voir comment des pays font des choses de façon différente et sont décidés pour penser à comment le faire dans votre pays. Il faut dire que le travail sur les connaissances traditionnelles et les peuples autochtones et communautés locales, à niveau l'implémentation, l'application au niveau du protocole de Nagoya, il est un peu derrière. Donc, dans la première évaluation, examen de la facilité des protocoles, une des conclusions, c'était que ce domaine, et aussi tous les domaines de compliment, les poids de contrôle, monitoring, surveillance de la utilisation des ressources génétiques, n'était pas implémenté comme il devait. Donc, on reconnaît que c'est un défi pour les pays. Et quels sont les défis? Il y a des défis ici qui s'étaient identifiés qui vraiment sont des défis très basiques pour beaucoup de pays. Mais quand même, il existe et sont des possibilités pour faire aussi des petits projets. Par exemple, clarifier les peuples autochtones et communautés locales à niveau pays, c'est déjà un défi, et identifier les différents groupes et aussi comprendre la manière qu'ils sont organisés, ça c'est déjà un défi. Établir un lien entre la connaissance traditionnelle et les détenteurs, pour beaucoup de pays aussi, ça c'est compliqué. Quelques expériences de comment le faire en pratique. On a vu que le rôle de l'autorité nationale compétente, c'est différent pour différents pays dans ce procès de conversation entre les communautés et les pays. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, l'accès est accordé par l'autorité nationale compétente,
mais le consentement préalable est requis et c'est demandé à la communauté. Donc, il y a comme deux étapes. En Finlande, c'est différent. Le Parlement sami gère une base de données sur les connaissances traditionnelles. Donc, les demandes pour accès se fait après de l'autorité nationale compétente et après l'autorité nationale compétente informe le Parlement et la négociation des contrats, c'est auprès du Parlement sami, mais après approuvé par l'autorité nationale compétente. Donc, vous pouvez voir que c'est comme un petit match de ping-pong ici, d'un côté à l'autre, pour voir quel est le rôle de l'autorité nationale compétente quand les droits de consentement c'est dans la population locale. Au Bhoutan, ce qu'on fait, c'est que le point focal national obtient le consentement des peuples autochtones et communautés locales. Donc, ce n'est pas l'usager et l'utilisateur, c'est le point focal. Il va le point focal et après, il va dans la communauté locale. Il y a beaucoup de façons de faire les choses, c'est seulement que, comme on le fait, ça doit être articulé dans ces conversations et sa participation de toutes les parties prenantes. Le cadre institutionnel de comment on fait cette conversation, donc tu as une institution de population, de communauté locale, de population autochtone que tu peux parler, ça peut être aussi fait de façon différente. Tu peux avoir un mécanisme national de coordination où il y a des représentations des peuples autochtones, ou tu peux avoir aussi une coordination, un renforcement de capacités avec une institution déjà existante. Si tu as déjà quelque façon d'avoir cette conversation, peut-être c'est une façon de renforcer des capacités pour l'APA. Des autres expériences aussi intéressantes, comme j'ai dit, il y a des obligations dans l'article 12 sur comme les pays, pour les pays pour soutenir ces procès. Donc, pour soutenir l'élaboration des protocoles communautaires, Benin, par exemple, a fait un protocole communautaire modèle pour aider à le développement d'autres. Ça, c'est une option. Bhoutan, c'est le point focal qui soutient et facilite l'élaboration des protocoles communautaires. Ça peut être une fonction que vous pouvez mettre à votre institution de APA. Et Madagascar a fait, par exemple, l'élaboration de 10 protocoles communautaires. Et ça serait très intéressant de voir qu'est-ce qu'on l'a fait. Ça, on n'a pas l'information, mais il y a des expériences. Vous pouvez consulter avec votre collègue pour voir quelles sont les activités et les leçons tirées sur ces activités. Aussi, il faut avoir, comme on avait dit, les pays, il faut reconnaître que fait l'implémentation du protocole de Nagoya en tenant compte des protocoles communautaires, les droits coutumiers. Donc, quelques pays ont fait ces reconnaissances légales à niveau des règles des pays. Pour Bénin, Cameroun ou Kenya, les droits coutumiers est reconnu dans les lois générales. Mais par exemple, en Bhoutan, Éthiopie, Inde, au Pérou, ça arrive dans le cadre des mesures APA. Et pour Bénin, il a fait aussi une reconnaissance des protocoles communautaires dans la mesure APA. Donc, ce sont des choses aussi à penser. S'il faut le faire ou non, c'est relevant et avoir cette discussion. Et les mécanismes pour informer les utilisateurs, finalement, on toujours vous dites le temps que les centres d'intercambio d'informations, c'est l'endroit principal. Mais comme faciliter aussi cette information, c'est important de peut-être faire à niveau national procédure d'APA pour les connaissances traditionnelles. Pas seulement la mesure APA, sinon comment est-ce que vraiment on fait les procès d'accès. Quand est-ce que tu viens à l'autorité nationale compétente? Quand est-ce que l'usager, il faut aller à la communauté? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Et mettre aussi la différence entre les différentes communautés, c'est ce qu'il y a. Donc, mettre tout ça d'une façon claire pour que l'usager sache qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça nous amène aussi, encore ici dans ce diagramme, si l'usager ne sait pas quelles sont les règles à suivre,
ça va être vraiment plus compliqué d'avoir des avantages, surtout si l'usager n'est pas du pays. Il est un peu plus perdu dans comment le faire. Donc, il faut penser à ça et tenir compte de qu'on a besoin des usagers pour avoir des bénéfices. Donc, maintenant, c'est un peu, on a eu des idées déjà, on a parlé des idées, des choses à faire, mais ce que je vais encourager, c'est la réflexion. Dans votre cas, chacun, il faut qu'on se demande comment il faut faire pour débloquer le partage d'avantages pour les connaissances traditionnelles associées. Où ils sont les points là qu'il faut que j'agisse, qui vraiment ils vont avoir un impact important dans mon pays. Et parce que ça, c'est le geste qu'on veut faire. Et les petites subventions ne font pas de miracles, ne vont pas faire tout un cadre législatif, ils ne vont pas faire la révolution, mais on peut voir où est-ce que ça pouvait avoir plus d'impact. Et ça, il faut que vraiment chacun réfléchisse à son niveau et voir comment est-ce qu'on le peut faire. Donc, on peut avancer tous ensemble. Donc, cette idée sont seulement des idées. Chacun a ses circonstances, ses priorités, ses planifications, et peut-être différents points de blocage. Donc, c'est seulement pour stimuler les réflexions. Donc, pour exemple, si est-ce que ça pouvait être les petites subventions, ça pouvait être pour des actions qui vont amener à l'élaboration d'un protocole communautaire. Peut-être pas complètement, peut-être des phases préalables, mais aussi pouvait être actions postérieures. Vous avez déjà fait ce travail à niveau de communauté, mais les bénéfices ne reviennent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Pourquoi pas? Il faut aider. Je ne dis pas que tout soit si simple comme ça, mais si on ne met pas les conditions, les prérequis pour les partages de bénéfices, bien sûr qu'on ne va pas l'avoir. Si on le sait, peut-être on a des possibilités. Donc, autre chose qui sont possibles sont des échanges d'expériences, de connaissances entre communautés et des pays. Ou des autres idées, par exemple, tu as déjà un protocole communautaire, mais peut-être que c'est que toi, les résultats, c'est vraiment fait pour le niveau local. Ça a aidé la communauté, mais peut-être que ça n'a pas aidé beaucoup à la communication avec des usagers. Peut-être qu'il faut traduire ça avec une perspective de que l'objectif cible, c'est les usagers. Donc, ça pouvait être, par exemple, traduire en différentes langues, traduire de façon pratique dans un autre type de documents, bien sûr, la publication de tout dans les centres d'échange, mais sont des idées. Autre chose, à niveau pays, par exemple, tenant compte des choses qu'on a parlé, ça pouvait être en cartographie d'autorités, institutions concernées, qui pouvaient faire ceux qui vont faire le consentement à niveau de la communauté locale dans le pays, ça pouvait être en cartographie de ça. Ça pouvait être l'élaboration de procédures nationales en matière APA et préciser le rôle de l'autorité nationale compétente pour l'accès aux savoirs traditionnels. Comment articuler ça de façon vraiment claire et le mettre sur les centres d'échange d'informations. Ou ça pouvait être appui institutionnel à les autorités, institutions des peuples autochtones et communautés locales pour être capable d'avoir cette conversation sur l'APA avec le gouvernement, d'avoir une institution qui va travailler avec vous. Comme je disais, la coopération transfrontalière en article 11, c'est vraiment important aussi. Donc, des échanges ou des actions pour les connaissances traditionnelles associées ou les ressources génétiques associées entre différents pays ou communautés, ça pouvait être aussi avoir une valeur importante, un impact important. Il y a des différentes ressources qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de ressources là dans l'Internet, le centre d'échange de formation. Un, c'est les boîtes d'outils. Il y a des ressources, par exemple, sur les protocoles communautaires. Il y a aussi, par exemple, ici, on peut parler de toolkit,
collection de méthodologies de participation pour le développement des protocoles communautaires de natural justice. Il y a aussi un document particulier pour les protocoles communautaires en Afrique, fait pour le même groupe, la même organisation. Et les lignes directrices de Maud Skogstad de la CDB peut donner beaucoup d'informations sur le consentement préalable, la négociation et différentes choses des glossaires, et ça peut aider beaucoup. Il y a aussi, pour aider au pays, pour la mise en œuvre de dispositions de protocoles, il y a un module d'apprentissage en ligne que c'est aussi disponible en français, et il y a un en particulier de différents modules, différents aspects. Il y a un sur les connaissances traditionnelles. Et ce module, je le trouve aussi très utile et ça peut vous aider. Et aussi, bien sûr, on a toute l'information des rapports nationaux et tous les documents préparés pour la première évaluation, ça peut vous aider. Donc, on est presque fini la présentation, parce que là, on va maintenant encore faire resalter les centres d'échange d'information. C'est fondamental. Si l'information n'est pas là, on a fait tout ce travail et ne va pas arriver aux stagiaires si facilement. Donc, quelquefois, c'est seulement comme les dernières actions qu'on a besoin pour au moins avoir la possibilité de participer dans les APA. Il y a deux façons de partager information sur les protocoles communautaires. Les communautés autochtones et peuples autochtones et communautés locales peuvent publier ils-mêmes avec un compte de la CBD. Il ne faut pas que ce n'est pas si compliqué. Tu prends un compte et tu peux publier des protocoles communautaires comme fichier de référence. Maintenant, on a 39, donc vous pouvez aussi consulter parce que si vous voulez faire ce travail sur les protocoles communautaires, c'est facile à voir qu'est-ce que autres communautés ils ont fait pour avoir des inspirations. Mais aussi, c'est possible de le faire de la publication comme enregistrement national. Ça, il faut que l'autorité de publication le fait, normalement avec aussi le consentement des peuples autochtones qui a fait le protocole communautaire. Et si sont publiés dans ces catégories comme un protocole communautaire, ça va être partie des profils pays. Et ça a des avantages parce que quand un usager dit « Ok, je vais aller au Cameroun, je vais faire un accès à Cameroun », va dans le profil pays, il peut trouver toute l'information, aussi inclus celui des protocoles communautaires sur le profil pays. C'est plus facile, ça visibilise, mais aussi ça donne une espèce de... ça mis en valeur que les protocoles communautaires sont partie du cadre juridique du gouvernement, que ce gouvernement considère les protocoles communautaires partie du système de APA à niveau pays. Donc, pour l'instant, on n'a pas cet enregistrement. Il n'y a pas de pays qui ont fait une publication de protocoles communautaires. Et je vous encourage vraiment à faire ces derniers pas parce que ça peut aider, ça c'est les choses. Il y a des petites actions qui peuvent avoir de gros impacts pour avoir des bénéfices. Et avec ça c'est les choses que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Je vous encourage à vraiment penser, à réfléchir à ça. Et maintenant, c'est un peu le temps, si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions, je n'étais pas capable de suivre les chats, donc les conversations à côté. Donc, peut-être qu'il peut m'aider quelqu'un à maths, probablement pour le français, s'il y a des questions qu'il faut répondre là. Et sinon, vous pouvez l'écrire maintenant et on essaie de les répondre avant de finir les séminaires aujourd'hui. Matt, peut-être? Non, juste pour féliciter parce que c'est vraiment mieux que moi, ton français. Merci. Ma fille parle français, donc il n'y a pas de choix maintenant. Il y a quelques questions que vous savez, on est ici pour répondre, mais aussi, si la question vient après, quand vous commencez à faire le travail, les réflexions,
vous pouvez nous écrire dans les directions, notre email, ABS Clearinghouse. Je vais le mettre comme ça. Ah, ici, il était plus vite. Donc, on peut les répondre à publier depuis plus d'un protocole. Ah, donc, vous savez, c'est déjà là? OK, peut-être que je ne l'ai pas vu. Ça, c'est génial. Si Cameroun a déjà fait ses devoirs, il faut que tous les pays suivent. Désolé, peut-être que ce n'était pas si facile à trouver. Mais j'imagine que c'est des conséquences aussi de l'atelier. Ça, c'est super.